Ok. Alors, bonjour à toutes les personnes qui ont rejoint ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on est avec Vincent Viau, qui est le Bonjour. fondateur de Pure, etc. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'échanger donc sur les laboratoires de production, sur les dark kitchens ou le fonctionnement en fait de toutes les cuisines centrales. Alors, pourquoi ce webinaire côté EasyList? On a aujourd'hui dans l'entreprise un nombre assez important de clients qui utilisent les fonctionnalités d'un laboratoire. Et puis, on a remarqué aussi avec la crise sanitaire qui nous a touchés récemment, l'intérêt finalement pour le secteur du fonctionnement des laboratoires ou finalement des dark kitchens, qui revient un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est finalement le même fonctionnement, que ce soit de la cuisine scolaire, de la cuisine collective, de la cuisine commerciale, etc. Le fonctionnement reste quand même à peu près le même. Et donc, on a avec nous aujourd'hui Vincent Viau, qui est donc le fondateur de Pure, qui a un fonctionnement typique des laboratoires, mais en même temps qui a beaucoup d'exigences, puisque c'est une marque qui travaille avec énormément de produits frais en circuit court, donc beaucoup d'exigences au niveau de l'approvisionnement. Et donc on s'est dit que c'était un vrai plus de pouvoir avoir Vincent à nos côtés, qui connaît également très bien les logiciels. Et donc voilà. Donc Vincent, si vous pouvez peut-être vous présenter pour les personnes qui nous écoutent, rapidement votre parcours et puis un peu la société Pure, combien de restaurants vous avez, s'ils sont en franchise, Ouais. les implantations. Et, Ok. Ouais. Merci, Edgar. Bonjour à tout le monde. Eh bien, Vincent Viau, donc moi je suis le cofondateur de Pure, etc. Donc une enseigne de restauration vertueuse. On a une dizaine de restaurants dans le Grand Est et en Île-de-France. Notamment, on a ouvert en 2011, donc on va vers nos 10 ans. Et donc voilà, le principe c'est qu'on fait de la restauration, on va dire rapide, mais avec du surplace, de l'emporter, de la livraison, donc quand même assez large. Et donc le principe c'est quoi? On propose des produits qui sont effectivement 100% faits par notre cuisine. On ne vend pas de produits industriels à partir de matières premières locales, bio. Là, bientôt, d'ici quelques mois, 100% de nos productions seront labellisées voilà, biologiques. Et donc, avec des gros engagements aussi voilà, en termes d'approvisionnement, de respect des circuits courts. On a une approche aussi zéro déchet qui est très importante, avec notamment tous nos plats et beaucoup de nos desserts sont servis dans des bocaux en verre réutilisables et consignés en vente à emporter. Il y a quelques mois, on a décidé d'arrêter complètement le plastique et notamment tous nos jus, également nos cafés sont également dans des bocaux consignés. Voilà, donc un des gros engagements et aussi des engagements sur le côté carte avec beaucoup de produits qui vont être végétariens, voire vegan, végétal, 100% végétaux. Et malgré tout, quand même de la viande, quand on a travaillé évidemment avec des produits de qualité qui sont labellisés bio et qui limitent la souffrance animale. Voilà. Et donc, on a une dizaine de restaurants, comme je l'expliquais, avec une cuisine centrale. Ça, on y reviendra pendant la oui. présentation. Et, et donc, on souhaite continuer à se développer à travers la France dans les années qui vont venir. Voilà. Ok. Sur l'offre, vous parliez de l'offre donc plutôt vegan avec parfois quelques plats à la viande. Il y a combien aujourd'hui de bocaux disponibles dans les restaurants? On est sur une offre large, on est Alors, sur combien de produits disponibles? ouais, on a une dizaine de plats à peu près à la carte en même temps. Ok. Donc, je le répète, tous frais, il n'y a pas de produits surgelés, tous cuisinés à partir de matières premières brutes et biologiques. Donc voilà, une dizaine de plats et on a à peu près une dizaine de pâtisseries également, donc pareil, faites dans notre propre atelier par des pâtissiers. Donc voilà, donc ça fait quand même une grosse gamme de plats, desserts en cas. Donc quand je dis pâtisserie, ça va être du salé et du sucré. On a des sandwichs, on a des scones, on a des cakes, des cheesecakes, etc. Et après, on a toute une gamme aussi de produits de boissons. Donc, on fait des jus frais, on fait donc pressé à la minute en restaurant, bien sûr, là. Et puis, il y a également une grosse gamme de cafétéria, de boissons frappées pour, pour la partie voilà, liquide, quoi. Ok. Et sur la construction même de Pure, c'est combien de salariés aujourd'hui, Pure, etc. Alors, l'enseigne Pure, etc., c'est à peu près 80 collaborateurs. Ok. Et alors on a aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas expliqué, mais on a quelques restaurants dans le réseau qui sont en licence de marque. Donc, en propre, nous, on a une cinquantaine de salariés. Voilà. Ça marche. Avec une grosse partie sur le laboratoire, justement, il y a combien de personnes aujourd'hui sur le laboratoire de production de votre côté? Ouais, la cuisine artisanale, c'est une quinzaine de personnes. Alors ça, c'était avant le Covid. On Oui. espère qu'on pourra maintenir les effectifs, mais voilà, ça reste encore une quinzaine de personnes quand on tourne à plein régime.
Ok, ça marche. Alors avec vous, il y a Samantha que vous connaissez bien, parce que Samantha est chef de projet chez EasyList, donc elle vous accompagne dans le déploiement d'EasyList. Samantha, est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis expliquer peut-être ton rôle au sein d'EasyList et Ouais, aujourd'hui dans notre webinaire? ça marche. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc, moi, je suis ingénieure agronome de formation. Je travaille depuis plusieurs années dans le monde de la restauration. J'ai notamment tenu un établissement de type café aux États-Unis. Je travaillais en France pour un collectif de chefs de cuisine, de producteurs, artisans qui travaillaient à renouer et redorer le lien de la fourche à la fourchette. Et du coup, depuis un an, en tant que chef de projet chez EasyList, EasyList, ça va être un logiciel tout en un qui va permettre aux restaurateurs de digitaliser pas mal d'actions afin de gagner en efficacité et productivité. Et voilà, j'accompagne différentes typologies de clients comme Vincent, mais comme d'autres plus petites ou plus grandes, à les aider à passer à on va dire, passer à la digitalisation sur des questions de gestion de l'approvisionnement, la gestion des flux de production, mais aussi un peu plus d'actualité, tout ce qui est les normes sanitaires et d'hygiène, faire en sorte que tout ça se digitalise au mieux, quoi. Ok, très bien, merci. Et donc aujourd'hui, pourquoi on s'est dit que tu pouvais participer? Il y avait un intérêt, c'était justement pour peut-être représenter d'autres clients que Vincent qui ont des fonctionnements aussi sur des laboratoires peut-être moins importants, parce que Vincent fait quand même un nombre important de bocaux par jour. Et pour pouvoir apporter aussi ton expertise dans les réponses qu'il y aura, donc il y aura un quart d'heure de questions-réponses à la fin pour les personnes qui participent au webinaire, s'ils souhaitent voilà, avoir peut-être plus d'informations auprès de Vincent ou auprès d'Isilis sur le fonctionnement, que tu puisses les aider et les aiguiller. Alors, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui, hein, la gestion d'un laboratoire. Vincent, du coup, c'était votre premier laboratoire. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler de cette manière-là? Enfin, est-ce que vous vous êtes dit dès le début, quand vous avez lancé Pure, on va travailler avec un laboratoire, puisqu'on va tout produire pour garder de la qualité? Enfin, comment vous êtes arrivé à prendre cette décision? Alors non, pas forcément. Nous, on est parti en 2011 d'une boutique, hein, mon associé Héloïse Chalvignac et moi. Donc on était tous les deux dans la boutique, hein, de salariés. Enfin, voilà. Et donc c'est quand on a commencé à grandir avec un deuxième restaurant, puis un troisième, puis qu'on a voulu aller, comme on est né à Strasbourg, quand on a voulu aller sur l'Île-de-France, qu'on a commencé à se poser ces questions-là. Et c'est vrai qu'on est tous les deux, Héloïse et moi, ingénieurs de formation, donc on a forcément imaginé à essayer de, voilà, de rationaliser les flux, d'optimiser les choses. Et dans un souci de vouloir quand même avoir une qualité et une homogénéité des produits, on s'est dit que le plus simple, c'était quand même, voilà, et puis aussi une économie d'échelle, tout ça, de centraliser à un seul endroit la production. Mais on en reparlera peut-être certainement plus tard, voilà, bien Ouais. sûr, tout en gardant la qualité des produits qu'on faisait et qu'on continue de faire. Et donc voilà, donc en fait, c'est venu un peu naturellement, logiquement pour nous, de centraliser ça. Samantha, c'est quelque chose que tu remarques sur d'autres clients. À partir d'un moment où on a 2, 3, 4 points de vente, on commence à se poser ce type de questions, justement, de rationaliser et puis de garder une qualité dans les recettes. Oui, absolument. C'est vrai que ça va permettre aussi d'amener un peu d'homogénéisation et de standardisation qui vont permettre d'être plus efficient voilà, au quotidien et de pouvoir dupliquer un modèle de façon efficace comme l'a pu le faire Vincent en déployant sur 10 restaurants à travers différentes localisations, quoi. Ok. Vincent, du coup, quand on a préparé ce webinaire, on a justement échangé sur comment ne pas rentrer dans le vice de laboratoire, puisque ça a quand même parfois une mauvaise image, hein, le laboratoire, on en parlait juste avant. Et à contrario, votre marque, elle est quand même très axée sur justement les produits frais, le circuit court. Euh, Comment vous avez réussi à gérer justement euh, cette image de marque avec finalement le tout réalisé dans un endroit qui peut paraître quand même parfois assez obscur pour le client qui vient dans vos restaurants? Oui, ça c'est vrai que la question, on se l'est posée en interne et puis on se la pose même déjà des fois aussi, hein. Mais voilà, disons que l'idée, ça a vraiment été de toujours travailler de la qualité. Et donc, on va dire que les matières premières ne changeant pas déjà, voilà, c'est pas parce qu'on passe en laboratoire qu'on est obligé de prendre des produits de moins bonne qualité, des produits qui sont surgelés, voilà, puisque nous, en l'occurrence, on a encore plus de fournisseurs qu'avant, forcément, puisqu'on augmente en volume, mais des matières premières de qualité. Bon, on le sait tous, dans la restauration, la base de tout, c'est quand même la matière première. Donc déjà, si on a des bonnes matières premières, on aura des bons produits. Et après,
En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu entre ce qu'on va appeler l'industriel, l'industrie, où là, on va être sur des grosses cuisines, des gros laboratoires, et le petit bistrot de quartier, la petite cuisine. Et c'est tout l'enjeu de ce que nous, on appelle une cuisine artisanale, hein, puisque c'est comme ça qu'on se définit. Voilà. On n'est pas de l'industrie, on n'est pas de la restauration traditionnelle, on fait de l'artisanat. Et c'est le cas, on a des pâtissiers, on a des vrais cuisiniers, seulement on fait un peu plus de volume. Et donc, il faut trouver ce compromis. Et nous, par exemple, on sait que notre cuisine ne pourra pas dépasser un certain volume d'activité, sinon on risque de passer sur plutôt des produits industriels et là, mécaniquement quand même de perdre un petit peu en qualité. Donc on travaille par exemple avec des équipements qui sont de taille, à taille humaine, quoi. Donc ça va être des marmites, des sauteuses, c'est la même chose que dans des restaurants traditionnels, sauf que c'est en plus gros, les gens qui viennent de la collectivité connaissent, voilà. Mais on n'est pas sur des volumes de plusieurs centaines de litres, etc. Enfin, milliers de litres en l'occurrence. On reste sur ce qu'on appelle une cuisine à taille humaine. C'est ça qui est important, je pense, pour garder la qualité et maîtriser et pas perdre en valeur ajoutée pour le client. Okay. Et donc potentiellement dans le... Enfin, vas-y, Samantha, excuse-moi. Non, je voulais juste demander à Vincent combien il sortait à peu près par jour de plats pour qu'on ait un ordre d'idée. Alors, nous, en moyenne, avant le Covid, on était à peu près sur entre 1000 et 1500 bocaux jour et pareil, 1000-1500 pâtisseries jour sur le labo. Et comme vous l'expliquez, l'objectif pour nous, ce serait d'être en mesure de pouvoir doubler d'ici les années à venir sur cette cuisine. Mais voilà, comme j'expliquais, on ne voudra pas faire plus sur un site de production parce que derrière, on perdrait en qualité. Voilà. D'accord. Donc, dans le déploiement de la marque, si on réfléchit comme ça à voix haute, il y aurait donc demain, si on est amené à avoir 20 restaurants purs, il y aurait un deuxième laboratoire dans une autre région potentiellement qui prendrait le relais. C'est là où on pourrait effectivement nous garder l'ADN, conserver l'ADN de la marque à un moment donné, quand on a suffisamment de points de vente sur un restaurant, sur une cuisine, pardon, à ce moment-là, réouvrir une nouvelle cuisine plus locale autour des sites, quoi. Voilà. Okay. Ce que font déjà quand même aussi certaines enseignes commerciales ou d'ailleurs dans la collectivité aussi, quoi. C'est un modèle qui est quand même déjà un peu répandu. Donc là, on a bien compris les avantages du laboratoire, je pense, garder la qualité, puis d'avoir potentiellement des approvisionnements centralisés, tout en gardant quand même des très bons produits. Moi, je sais personnellement l'exigence que vous avez sur la sélection de vos fournisseurs. Est-ce que vous avez peut-être des inconvénients quand même à travailler en laboratoire? Qu'est-ce qui pourrait vous venir en tête si on parlait de l'autre côté, justement, pour des personnes qui hésiteraient à lancer un laboratoire? On connaît souvent les avantages, mais est-ce que de votre côté, vous avez un ressenti sur quelques, je sais pas, des choses qui sont compliquées à mettre en place, ou peut-être fidéliser les équipes en laboratoire, ou voilà, qu'est-ce qui pourrait freiner finalement cette envie de se lancer? Deux choses qui me viennent en tête. Bon, la première, sur la partie approvisionnement, ce qui est sûr, c'est que quand on va monter en volume sur un site, on va forcément avoir besoin de plus d'approvisionnement. Donc, à ce moment-là, si on est dans une logique de circuit court et de producteurs locaux, tout ça, on va multiplier les producteurs locaux. Donc, c'est de la gestion parce que c'est plus une grosse commande à passer à un seul fournisseur, ça va être à plusieurs. Donc ça peut être une complexité, c'est-à-dire quand on monte en volume, de faire suivre les approvisionnements. Et après, c'est sûr qu'en termes de RH, c'est une autre approche, la cuisine en laboratoire que la cuisine dans la partie traditionnelle, puisque mécaniquement, on ne va pas attirer les mêmes personnes, les mêmes profils de compétences. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on peut des fois rencontrer des difficultés à recruter. Et par exemple, mécaniquement, qui dit laboratoire de production dit fiche technique, et fiche technique assez précise. Et certains cuisiniers n'ont pas forcément la volonté de toujours suivre ces fiches techniques. Et du coup, pourtant, c'est essentiel, parce que sinon, on ne gère plus les stocks correctement et on en perd le fil. Et au final, on fait des erreurs d'approvisionnement. Tout est lié. Et donc, donc parfois, des difficultés à recruter. Après, c'est là où il faut vraiment miser sur des techniques pour fidéliser les équipes, pour arriver à les motiver, même s'il y a une fiche technique, leur donner un peu de degré de liberté, de la liberté dans certains niveaux, sur des plats très précis, pour essayer quand même de fidéliser ces équipes qui, suivant un profil un peu plus cuisinier créatif, forcément, vont moins trouver leur compte. Par contre, il y a des avantages aussi de la cuisine artisanale. Pour les salariés, en l'occurrence, ça va être des conditions de travail beaucoup plus simples. Souvent, c'est dans des beaucoup plus grands
dans des beaucoup plus grandes cuisines, avec des horaires de travail qui sont plus sympas, puisque forcément, on décale les productions des moments de vente. Donc, il y a quand même aussi certains équipiers et membres de nos équipes qui sont très contents de travailler chez nous, bien évidemment. Voilà. Oui, bien sûr. Sur la partie créativité, justement, en cuisine, vous arrivez justement à faire des recettes, parce qu'avec l'inertie qu'il y a un laboratoire, est-ce que vous arrivez quand même à faire des recettes, je ne sais pas moi, une recette différente par semaine ou un plat, peut-être pas un plat du jour, mais de temps en temps proposer une soupe différente en hiver ou en automne, ou voilà, Ouais. justement permettre aux cuisiniers de proposer des recettes en interne? On essaye, c'est pas simple. C'est pas simple parce que derrière, il y a toute la mécanique d'approvisionnement qui doit changer. Et encore une fois, dans sa cuisine, le cuisinier peut. C'est souvent le même cuisinier qui va au chef de cuisine, qui va faire la recette et puis qui va la commander. Nous, quand on monte en volume, on est obligé de segmenter un tout petit peu plus les postes. Alors même s'il y a cette communication, on reste sur des petites équipes, une quinzaine de personnes, c'est quand même gérable. Ça n'empêche que voilà, c'est plus la même personne qui commande les plats pro qui la produit. Et donc, mécaniquement, c'est compliqué. Mais ça se fait, mais ça se prévoit. Voilà, ça s'organise et c'est pas. Alors, ce qui peut arriver, par contre, des fois, c'est vrai, c'est quand ça peut arriver. Il y a eu pas le même nombre de commandes qu'on avait prévu, donc on a entre guillemets du déstockage à faire comme dans n'importe quelle cuisine. On a trop d'un ingrédient, on a trop de courgettes, on a trop de ça. Et là, au lieu de jeter, on va se dire, OK, là, on crée quelque chose. Mais souvent, on va taper dans des recettes de fiches techniques qui sont déjà existantes pour pouvoir après avoir tout le suivi. Donc, voilà, ça se fait, mais ça s'organise. Et nous, c'est vraiment un des enjeux chez nous. On aimerait apporter encore plus de créativité pour nos équipes en cuisine. On travaille là-dessus. Et donc, c'est faisable, mais ça s'organise. Ok. Ça, Samantha, c'est commun aux autres laboratoires pour les gens qui nous écoutent, justement. C'est les mêmes problématiques. Si on veut regagner un peu en créativité, finalement, on se retrouve bloqué par la chaîne de l'approvisionnement et l'inertie des productions. Oui, en fait, on va dire que souvent, ce qui va permettre de diversifier et d'amener un peu du glamour aux fiches techniques, ça va être surtout le sourcing des produits. C'est-à-dire que, surtout, voilà, on a des volumes qui permettent d'aller sourcer des fournisseurs qui peuvent être de plus petite taille. Je pense que, Vincent, c'est surtout un travail que vous faites vous, et le sourcing au niveau des producteurs, des artisans, vous prenez le temps de le faire. Et ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée, qui est comment faites-vous pour passer vos commandes via EasyList vers des agriculteurs qui sont souvent réticents avec l'informatique? Ouais. C'est vrai que vous, par rapport à ça, je sais que vous passez du temps avant avec ces agriculteurs, mais voilà, ces artisans, pour vous assurer déjà en amont qu'ils correspondent à votre projet, et après voilà, mettre en place ce lien avec le laboratoire, quoi. Après, pour rebondir sur la question, ça c'est bien, c'est prévu dans EasyList, puisque dans EasyList, il y a plusieurs façons de pouvoir envoyer la commande au fournisseur. Soit ça peut être automatique par mail, soit ça peut être manuel. Et pour la petite histoire, nous, on a des producteurs à qui on envoie toujours la commande par SMS. C'est-à-dire que on va être obligé de fonctionner comme ça, parce que sinon, on ne travaille pas avec ce producteur. Donc, nous, c'est simple, on envoie la commande par SMS, et puis ensuite, on va aller sur EasyList, et puis on va ressaisir la commande, et après la faire rentrer dans un flux manuel, et ensuite faire la réception de la même manière, quoi. Donc on s'adapte, et c'est là où il faut avoir des solutions effectivement logicielles qui soient assez souples pour pouvoir le faire. C'est pareil pour les réceptions. Les réceptions, on a certains producteurs, c'est un bout de papier, voilà, je pense que vous le savez si vous êtes dans la restauration, quoi. Alors il y en a certains qui mettent les prix, mais d'autres qui ne mettent pas les prix. Donc la réception derrière, pour la faire sur un logiciel, souvent il faut les prix. Donc ça s'organise. Et c'est vrai que des fois, on fait aussi évoluer les producteurs, parce que quand on a envie de travailler avec eux, quand ils ont envie de travailler avec nous, ils s'adaptent, et chacun doit faire un effort, quoi, pour être en mesure de travailler avec eux, quoi. Oui, c'était aussi une des questions qu'on avait préparées en amont. C'était comment gérer les approvisionnements justement du côté laboratoire. Comment vous faites aujourd'hui pour encore une fois des personnes qui n'auraient pas de laboratoire. Comment vous travaillez sur peut-être en J-2, J-3, comment vous faites pour consolider tous les besoins, pour après passer ces besoins-là auprès des producteurs? Comment vous y prenez techniquement pour gérer tout ce flux? Ça, c'est vrai que c'est la grosse contrainte, mais bon, ça va aussi dans des cuisines normales. Et surtout, c'est lié au fait qu'on fait des produits frais. Donc, on doit anticiper ses commandes et de plusieurs jours, puisque voilà, il faut le temps que le producteur puisse nous livrer. Bon, on a souvent des producteurs qui sont réactifs, mais clairement, voilà, nous, l'enjeu, c'est d'être capable de compiler les prévisions de vente de tous nos sites. Donc ça, on peut le faire notamment via EasyList, et ensuite de déterminer un plan de production par cycle ou par la semaine, ça dépend comment fonctionne la cuisine.
et à ce moment-là, de compiler tous ces besoins toutes ces prévisions de vente et les convertir en besoins matière. Et à ce moment-là, de lancer les commandes auprès des producteurs, quoi. Voilà, donc il y a des choses qui sont automatisées et puis d'autres où ça l'est pas forcément. Mais en tout cas, c'est clair que ça se travaille à l'avance. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut effectivement avoir des bonnes relations de travail avec ces producteurs pour être en mesure de faire ça. Il y en a que vous arrivez à amener vers la digitalisation, justement, de ces producteurs-là, ou pas? Euh, Là, alors, on n'a pas encore trop réussi, mais alors oui, dans un certain sens, notamment, voilà, je prends l'exemple concret du Dizilist avec les liens cliquables. Voilà, ça va parler à certains avec le fait que quand on envoie une commande, le producteur ou le fournisseur nous disent OK, je l'ai bien reçu. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc, on commence petit à petit avec ça, quoi. Mais par exemple, aujourd'hui, nous, on a encore beaucoup de mal à faire que nos producteurs remplissent des mercuriales ou des choses comme ça. Ça sera. Voilà. Après, sur des plus gros, on n'a pas que des producteurs, on a aussi quand même des gros grossistes, notamment en bio, pour tous les produits qui viennent de plus loin. Là, c'est une autre histoire parce qu'ils sont structurés pour. Oui. Mais voilà. Donc, mais on y va petit à petit. Et puis, certains comprennent qu'ils ont. Voilà, il faut qu'ils nous aident aussi un petit peu à faciliter notre exploitation. Oui, c'était aussi. Enfin, vas-y, Samantha, oui, je t'écoute. Non, pardon, c'est qu'il y a quelques questions sur la livraison aussi, notamment, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais géographiquement, où est-ce qu'est placé le labo et où sont vos enseignes Oui, c'est vrai. Bah, nous, on et... a. Oui, pardon, allez. Non, allez-y. Non, bah, le labo, il est à Strasbourg. Et on livre donc tout le Grand Est, enfin les restaurants qui sont à Strasbourg, à Mulhouse et à Paris. Voilà, donc on a à peu près 500 km entre les deux, Vous le livrez tous les laboratoire et jours, les du coup? restaurants. Non, nous on a une logistique qui permet de livrer que 2 fois par semaine. C'est pour ça qu'on arrive à centraliser comme ça. On est sur du frais, mais on n'est pas sur de l'ultra frais. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir ce mode d'organisation et c'est ce qui nous aussi voilà, nous rassure dans le fait d'avoir un laboratoire centralisé par rapport aux valeurs qu'on porte. C'est que voilà, on arrive grâce à ça quand même à optimiser aussi nos flux de livraison et donc forcément nos émissions de carbone. Et donc voilà, c'est quand même un point qui est assez important. Et pour la petite histoire, on avait quand même voilà, donc quand on a été sur l'île de France, on a décidé en 2014 d'ouvrir une cuisine. Donc on a eu à un moment donné 2 cuisines centrales. Une à Créteil et puis une à Strasbourg. Ça a été très compliqué à gérer pour une petite enseigne comme la nôtre. On avait 5-6 restaurants, donc en termes de rentabilité, en termes d'organisation, c'était très compliqué, sauf que c'était nos valeurs d'être locavore. Et on a dû, à un moment donné, prendre la décision, voilà, le compromis économique et la viabilité de l'entreprise a fait qu'on a dû fermer ce site de Paris pour tout recentraliser sur Strasbourg. Et voilà, et donc ça nous a permis. Donc on a fait cette expérience d'avoir 2 unités et c'était voilà, ça, par contre, clairement, à moins d'avoir une vraie taille et d'être structuré il faut vraiment avoir quelque chose de très, très carré pour être capable de gérer plusieurs sites de production comme ça. C'était quoi le problème concrètement? C'était que vous n'arriviez pas à maîtriser le deuxième laboratoire, enfin, vous ne pouviez pas être partout à la fois. Et donc, Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait plusieurs aspects. Il y avait l'aspect rentabilisation, forcément, rentabilité, pardon. Il fallait qu'on ait plusieurs restaurants sur les 2 sites en même temps, donc c'était compliqué. Et c'est en termes d'organisation, en termes de qualité. Là, vraiment, ça illustrait quand même le côté. En fait, quand on centralise, on peut mettre toutes nos forces sur un site de production, travailler avec les équipes. Là, il y avait 2 équipes, des fiches techniques à l'époque pas forcément non plus très finalisées. Donc, voilà, donc ça illustrait le fait qu'à un moment donné, la centralisation, voilà, c'est le thème de la journée, elle est importante parce qu'elle permet vraiment de se focuser sur ça et pas d'avoir 10 000 sites à gérer. Et donc, voilà, ça illustrait que c'était important de passer par là pour peut-être un jour, par contre, c'est notre objectif, comme on l'expliquait tout à l'heure, être capable d'implanter plusieurs cuisines à travers la France, quoi. Ok. Pour finir sur la partie approvisionnement, avant qu'on passe sur du coup, la gestion vraiment des flux propres au laboratoire, on avait, je sais, échangé sur justement la difficulté parfois de trouver en fait, des fournisseurs avec votre modèle qui est quand même d'essayer de travailler avec des producteurs qui font vraiment attention à leurs produits, notamment sur la viande. Je sais qu'on avait échangé sur votre difficulté parfois à trouver des fournisseurs sur des produits précis qui correspondent à l'éthique de Pure. Ouais. Comment vous allez du coup le gérer à terme, parce que si l'enseigne est amenée à grandir, comment vous allez justement essayer de garder ce lien avec certains de ces producteurs-là et potentiellement essayer d'en trouver d'autres? Ouais, ça c'est un gros enjeu effectivement. Bon, déjà nous,
enfin, voilà, par rapport à ce qu'on disait sur le fait d'avoir un laboratoire, le côté connoté industrie, nous, on a un laboratoire, on arrive à avoir plein de producteurs et à travailler avec eux à travailler en direct, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on grossit qu'on est obligé de renier ces engagements-là. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, c'est la solution. C'est-à-dire que quand on va se développer, même si le petit producteur avec qui on travaille, bon, bah, à un moment donné, c'est déjà arrivé, hein, on lui prend tout son stock, ou alors en tout cas le stock qui dédie à la restauration, parce qu'ils forcément ils font aussi du direct sur des marchés et tout, eh ben, on va trouver d'autres producteurs qui font ça et qui ont envie de travailler avec nous. Et c'est ce qu'on a fait au fil du temps. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une base de fournisseurs qui est quand même assez importante, donc voilà, ce qui est assez flexible. Et on a des producteurs par saison, voilà, le maraîchage, les légumes de garde. Donc là, je parle encore vraiment du frais, mais pareil pour la viande. Certaines fois, on travaille spécifiquement pour le poulet, on s'adresse à telle personne, et puis la viande de bœuf, c'est une autre. Donc voilà, on multipliera, en fait, on va multiplier le nombre d'interlocuteurs. Après, sur d'autres produits, type épicerie, tout ça, là, c'est clair et net qu'on est sur des grossistes, hein. Voilà, des grossistes bio, mais ce qui permet quand même de centraliser un tout petit peu. Par contre, on a quand même plusieurs grossistes, puisque les appros, comme vous l'expliquez, c'est important chez nous, donc on va aller chercher des produits qui nous intéressent le plus chez tel ou tel grossiste. On a aussi des partenariats en direct avec des marques nationales, type, je reprends l'exemple d'Eticable, qui est une marque qui fait des produits plutôt café, thé, sucre, qui viennent du bout du monde, mais qui sont équitables, engagés et tout. Là, on a des gros partenariats aussi avec des marques comme ça pour pouvoir faire ça. Donc, voilà, donc l'idée, c'est de démultiplier les fournisseurs. Donc, par contre, voilà, la contrepartie, c'est qu'il faut les gérer. Il faut gérer les appros, et d'où, c'est vrai, l'importance d'être bien équipé sur la partie flux, parce que sinon, derrière, ça devient vite ingérable, quoi. Ok. Là, dans EasyList, aujourd'hui, vous avez combien de fournisseurs? Je ne sais même pas. On avait dit 80 Ok. à peu Bah, c'est près. bien pour donner à peu près un ordre d'idée aux gens Ouais. qui écoutent. Ouais. 80 fournisseurs, c'est quand même assez important. Enfin, ça montage. Je ne sais pas si tu crois souvent des 80 fournisseurs sur 10 restaurants. Non, 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 C'est riche. il y a du sourcing là. C'est sûr. Pour passer du coup sur vraiment la gestion des flux, donc vraiment le laboratoire et puis ces échanges avec les points de vente, les restaurants. Qu'est-ce qui est pour vous, Vincent, le plus important dans cette communication-là? Enfin, comment vous avez réussi à faire en sorte que les restaurants et le laboratoire arrivent à trouver déjà leur rythme? Parce que je suppose qu'il y a quand même des fois des couacs entre l'oubli d'une commande ou quoi que ce soit, et puis la cuisine qui se retrouve bloquée puisqu'elle a déjà commencé à produire. Comment vous avez réussi à trouver justement la bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Et puis, quand est-ce que vous avez commencé à être stabilisé? Ouais, alors on a testé pas mal de choses, et en fait, ça reste quand même évolutif en fonction du volume que peut avoir les restaurants et la cuisine. Il y a des choses qui sont faisables à petite échelle et plus à grande, et inversement, il y a des choses qui sont bien mais qu'on ne peut pas mettre en place tant qu'on n'a pas suffisamment de volume. Mais en gros, nous, les deux modèles qu'on a pu tester, c'est ceux qui sont, voilà, qui sont assez logiques. C'est soit la cuisine produit, fait un stock, et le restaurant va commander sur ce stock. Donc là, le vrai avantage, c'est pour le restaurant, c'est que lui, il va être en mesure d'avoir des délais de livraison très courts, puisque la cuisine a déjà un stock. Donc une fois qu'elle reçoit la commande, elle n'a plus qu'à préparer la commande et à l'envoyer. Donc ça, c'est pratique pour le restaurant, ça permet de contraindre vraiment les délais. Par contre, c'est très compliqué pour la cuisine, parce qu'elle, elle doit anticiper les stocks de produits finis, donc de matières premières. Et le risque, voilà, il est double. Il est soit la cuisine sur stock et ça fait de la perte, ou alors elle doit envoyer des produits en DLC courte à ses restaurants, ce qu'ils n'apprécient pas vraiment, ou alors sous stock et il y a de la rupture. Et là, les restaurants ne sont pas contents. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, ça va être plutôt le restaurant commande et la cuisine produit. Donc production sur commande. Là, l'intérêt, c'est que la cuisine produit exactement ce qu'il faut. On est sur des produits qui sont encore plus frais, puisque forcément, ils n'ont pas dormi pendant X jours dans le stock de la cuisine. Mais là, par contre, la contrepartie, c'est que le restaurant doit considérablement augmenter sa commande, son délai de commande, puisqu'il faut le temps, on en parlait tout à l'heure, de recevoir la commande, de la compiler, d'approvisionner et de produire. Voilà, donc le but, là, l'enjeu, c'est de restreindre toutes ces étapes-là en termes de délai pour pouvoir faire ça. Donc là, c'est un peu les deux modèles que moi je vois, que nous on a testé. Nous, pour vous dire, aujourd'hui, on est sur le deuxième, c'est-à-dire on produit sur stock, parce que aussi, voilà, dans notre éthique, jeter des produits, c'était pas possible en termes de perte. Mais moi, je pense qu'après, la vérité, mais malheureusement, elle peut
enfin, le modèle idéal, on ne l'a pas encore trouvé, pour être honnête, tout à fait humble et honnête. Et pour moi, il se situe entre les deux. Mais pour ça, il faut des outils informatiques qui le permettent, et d'où tout le travail qu'on fait avec EasyList pour y arriver un jour, d'être capable de faire des prévisions, de produire un petit peu, d'avoir un stock tampon et de pouvoir être suffisamment agile pour pouvoir compléter en fonction des commandes qu'on aura essayé de contraindre, enfin de réduire en termes de délai le plus possible. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire, mais on y arrivera un jour. Mais pour ça, voilà, ça demande une organisation. Et ça serait le modèle idéal, mais qui est compliqué à mettre en place. Alors peut-être que vous avez des clients qui arrivent déjà. C'est ce que j'allais demander à Samantha, justement. Qu'est-ce qui était privilégié chez les autres partenaires EasyList qui ont des laboratoires? Quel est le fonctionnement qu'on retrouve le plus souvent? On va retrouver les deux fonctionnements cités par Vincent, qui vont permettre d'un côté faire des économies par rapport aux pertes, vraiment de limiter au maximum, mais avec des contraintes de temps. Et puis on va avoir quand même des modèles avec ce prévisionnel qui est en place. Donc voilà, un prévisionnel AJ+7 qui peut être mis à jour jusqu'à un J+1. Et c'est vraiment un modèle qui demande, comme le disait Vincent, beaucoup d'agilité et de suivi, aussi bien du côté du laboratoire, mais des restaurants, et de rigueur, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, c'est plus possible de passer commande. Et voilà, et c'est vrai que il faut être rigoureux, il faut jouer le jeu, et il faut dire bon bah tant pis, j'ai pas commandé assez d'un produit, je fais sans et je m'adapte, quoi. Ok. Parce que du coup, Vincent, pour petite question indiscrète, mais ça vous arrive de regarder un peu le stock qu'ont les restaurants pour savoir si leur commande est démesurée ou si leur commande est logique, puisque Alors, du coup, vous avez le déstockage avec les caisses qui peut se faire. En fait, quand on produisait à l'avance pour faire du stock, on le faisait un petit peu plus, ouais. Mais la difficulté, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les outils informatiques pour voir le stock de nos restaurants. Donc, c'était quasiment impossible. Mais on essayait, en tout cas, on se renseignait. D'où le fait aussi de bien s'équiper en informatique, en logiciel de gestion de flux. Mais du coup, le problème, c'est que pour la cuisine, moi, en fait, il faudrait qu'on alloue une ressource pour ça, quoi. Parce que je ne peux pas demander à ma chef de production d'aller voir tous les restaurants un par un, voir un peu les flux. En plus de ça, le problème, c'est qu'elle peut voir le stock à l'état actuel, mais elle ne verra pas forcément les prévisionnels. Le problème, en fait, c'est que à un moment donné, on demandait presque à la cuisine de faire les prévisionnels des restaurants. Sauf qu'en fait, les meilleures personnes pour faire les prévisionnels, c'est les restaurants. Donc, c'était très compliqué. Voilà. Mais je pense que par rapport à ce que tu disais, Samantha, ça dépend vraiment de l'organisation qu'on a en interne et de sa capacité à être agile avec ses producteurs, etc. C'est sûr que, par exemple, si on travaillait du surgelé, ce serait beaucoup parce qu'on aurait déjà un gros stock de matières premières. Nous, aujourd'hui, les matières premières, on les approvisionne quand on a les commandes, voilà, donc, parce que c'est du frais. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour choisir sa bonne façon de faire. Il y a aussi les délais de livraison qui vont rentrer en compte, quoi. Donc, à mon sens, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il faut vraiment la trouver pour sa propre structure. Et encore une fois, ça reste évolutif en fonction de la taille du réseau. Parce qu'à un moment donné, on peut basculer sur d'autres solutions. Et nous, c'est ce qu'on espère aussi dans le développement. Parce que, notamment par exemple l'exemple d'un stock tampon, ça se gère un peu plus facilement si on a plus de volume qui est brassé. Voilà. Donc, tout est lié à ça aussi. Ok. Et sur l'ambiance même des équipes, je veux dire, les équipes du laboratoire rencontrent celles des restaurants souvent. Enfin, comment vous faites aussi pour créer une ambiance globale pour la marque, que tout le monde comprenne un peu les difficultés de chacun et puis puisse échanger? Bonne question, ouais. Bonne question, et c'est pareil, on travaille dessus, on a des idées qu'on met en place ou qu'on aimerait mettre en place, mais c'est vrai que c'est important parce que forcément on coupe la cuisine des restaurants. Bon, alors vous allez me dire, dans un restaurant classique, même déjà, souvent la salle est coupée de la salle est coupée de la cuisine, et il y a même des clashs entre eux alors qu'ils sont juste à 1 mètre les uns des autres. Mais là, c'est encore pire, quoi. Donc nous, oui, on fait souvent on n'est pas parfait là-dessus. Encore une fois, on aimerait vraiment beaucoup progresser aussi. Mais les petites techniques qu'on a, c'est que déjà, on fait des réunions au moins 2 fois, 3 fois par an où tout le monde est convié
enfin même des soirées d'équipe, etc. Donc là, au moins, ils se présentent, etc. Donc ça, c'est bien. Et puis, bon, ça, c'est dans toutes les entreprises. Mais ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on essaie d'inverser les équipes. Donc, on envoie des gens de la cuisine en restaurant pendant un jour ou deux pour observer, et inversement en cuisine. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que c'est là où les gens se rendent réellement compte du travail des autres. Et de toute façon, c'est le problème souvent, hein, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que fait l'autre et on a l'impression qu'on en fait plus que lui voilà, et que l'autre, il ne fait rien alors que l'autre, il travaille aussi. Et donc ça permet de mettre les choses souvent au clair quand on envoie les gens en cuisine ou en restaurant, quoi. Ok. Ça me fait penser aussi, on n'en a pas parlé au départ quand on parlait des recettes. Il y a des recettes ou des plats qui sont quand même faits dans les restaurants où tout arrive en bocaux et finalement les restaurants, à part les boissons, je veux dire, font pas de transformation. Non, il y a un peu d'assemblage en restaurant, Ok. mais des produits assez simples, notamment les sandwichs. Après, il y a toutes les découpes de gâteaux, évidemment. Donc, il y a un peu d'assemblage aussi de certains plats, notamment des plats ultra frais comme les salades en été. Donc, il y a un tout petit peu de travail, mais il est vraiment l'essentiel de la préparation de la production. Elle est faite en cuisine. Nous, notre approche, c'est de dire que voilà, le restaurant doit se concentrer sur la vente et la production, la cuisine, qui, elle, peut faire des économies et tout, et a des équipes spécialisées, doit faire le maximum pour rendre ce service au restaurant. Ok, ça c'est bien compris. J'ai vu qu'il y avait des questions, on va essayer de les traiter peut-être dans le quart d'heure qui nous restera à la fin, justement sur la gestion des tournées. Enfin, j'ai regardé un peu, il y avait eu quelques questions justement sur le fonctionnement d'un laboratoire, on en reparlera dans quelques minutes. On va, pour les 5 minutes qui nous restent avant le moment des questions, peut-être passer sur la dernière partie, sur la crise qui nous a touchés, tant nous que vous, côté pur. Comment ça a été géré du coup de votre côté, la fermeture des restaurants, tout en ayant en tête que un laboratoire, comme vous me l'expliquiez au départ, c'est moins simple sur ce type de problème, enfin, sur ce type de surprise. La fermeture annoncée au dernier moment de gérer toutes les matières premières qui ont été commandées, toute la production qui a été lancée. Comment ça a été géré du coup de votre côté? Oui, bah, c'est sûr. Bon, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les délais qui nous ont été laissés pour réagir ont été vraiment minimes. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de fermer du jour au lendemain, alors que le jeudi d'avant, on ne nous avait pas dit grand-chose, quoi. C'est entre le jeudi et le samedi, tout avait changé. Donc, ouais, on a eu très très peu de temps pour réagir. Et malheureusement, c'est vrai que contrairement à, je pense, à des plus petites unités de cuisine, on est un peu moins agile. Ça, c'est un des inconvénients, voilà, d'un laboratoire de production. On a des plus gros stocks et de matières premières et aussi potentiellement, heureusement, nous, comme je l'expliquais, on n'était pas sur de la production, enfin, on a très peu de stocks de produits finis parce qu'on commande, voilà, on produit que ce qu'on nous commande, mais si ça avait été le cas, on aurait pu avoir voilà, des centaines de produits finis, voire des milliers. Donc, ouais, voilà, malheureusement, ça, c'est un peu plus compliqué quand on a un labo parce que forcément, on a une inertie un peu plus lourde. Donc, nous, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a fait du déstockage important. On a essayé de pousser les produits en restaurant et faire des offres voilà, à prix cassé, à prix coûtant pour écouler les stocks. On s'est aussi arrangé avec certains de nos producteurs, qu'on remercie d'ailleurs, qui ont repris de la marchandise et qui nous ont permis de pas jeter. Alors là, on a dû enfreindre pour la première fois une de nos règles. Voilà, on a fait un peu de surge aussi. On a envoyé quelques palettes chez la Steph en surgelé parce que c'était hors de question de jeter des matières premières de qualité comme ça. Et voilà, donc on s'est adapté, on a fait comme on pouvait. On a eu beaucoup de pertes quand même, il ne faut pas se le cacher, plusieurs milliers d'euros de pertes. Et voilà. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a cette inertie qui est un peu plus importante mécaniquement de par Oui. la structure plus importante Et c'est pareil pour leur démarrage, parce que là on peut en parler, on est dedans. Leur démarrage, c'est compliqué parce qu'il faut remettre la machine en route sur des volumes beaucoup plus petits. Et bon, le principe d'un laboratoire, c'est quand même qu'il est censé faire du volume. Donc, quand on produit pour quelques restaurants qui sont ouverts dans notre réseau, parce que forcément tout le monde n'a pas réouvert au même moment, que sur certains types de modes de vente, voilà, que au début l'emporter la livraison, maintenant que le sur place, mais pas à Paris parce qu'il n'y a que les terrasses, forcément les volumes sont plus petits et donc il faut adapter toute l'organisation à ces volumes-là. Et ça, voilà, c'est un peu plus compliqué qu'une petite cuisine indépendante ou même une grande cuisine indépendante, parce qu'il y a quand même des grandes cuisines indépendantes qui peuvent produire plusieurs milliers de plats par jour. Et là, il y a un peu plus de flexibilité, voilà, parce que les équipes sont sur place. Ok. Samantha, ça c'est quelque chose qui est partagé par les autres clients que tu accompagnes sur les laboratoires, justement, la gestion des stocks et la surprise un peu des fermetures et de la réouverture.
Oui, absolument. Mais heureusement, enfin, voilà, les laboratoires, enfin, comme Vincent, ils n'ont pas attendu l'annonce de la réouverture pour essayer de rebondir en prenant enfin, nombreuses actions comme voilà, revoir la taille de la carte, par exemple, ou bien diversifier aussi les ventes en allant chercher aussi bien du professionnel que du particulier, que du traiteur ou même de la sous-traitance. Je crois que c'est aussi quelque chose que vous avez fait, Vincent, là-dessus. Oui, bah nous, c'est clair, on a réduit la taille de la carte, hein, parce que comme on parlait tout à l'heure, une dizaine de plats à produire quand on tourne qu'à un tiers ou un quart du chiffre d'affaires, il n'y avait pas d'utilité, donc on a gardé les best-sellers. Là, on commence tout juste à réélargir la carte. L'idée, bah, c'était de densifier le volume sur chaque produit qu'on allait produire en cuisine, parce que, bon, pour vous donner voilà, des chiffres, mais nous, produire 45 plats dans le laboratoire, c'est le minimum, quoi. Voilà. Normalement, on est plutôt sur plusieurs centaines de plats en un batch de production, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on sait, enfin, on sait faire, mais c'est pas rentable et voilà. Donc du coup, effectivement, on a réduit la carte pour ça. Et nous, bah oui, un des gros enjeux, mais là, c'est presque au-delà de la cuisine, c'est au niveau de l'enseigne, c'est effectivement de chercher d'autres canaux de distribution pour augmenter les volumes d'activité, retrouver en tout cas le plus rapidement possible les volumes d'activité qui permettent aussi à la cuisine artisanale de redevenir rentable. Oui. Oui. Là, vous avez trouvé du coup des nouveaux points de vente, c'est ça, dans certains magasins? On avait échangé sur ça. Ouais, bah, disons que l'intérêt d'avoir un outil de production comme ça, c'est vrai que c'est que nous, bah, il est là, il est existant et contrairement au restaurant, dans l'absolu, notre cuisine n'avait pas d'interdiction de travailler, quoi. Donc, on a fermé parce que bah, on distribuait exclusivement pour nos restaurants. Donc là, un des enjeux, c'est ça, c'est de se dire, bah, on a un outil de production, pourquoi pas essayer de trouver, en plus on a des produits qui s'y prêtent, trouver d'autres moyens de distribution de ces produits. Donc par exemple, via la distribution spécialisée dans des magasins bio, puisque voilà, on a des produits qui peuvent largement se vendre comme ça. Donc ça, c'est Ok. des gros sujets chez nous en ce moment, effectivement. Et par rapport aux règles d'hygiène, est-ce que ça va changer quelque chose du côté laboratoire, la crise qu'il y a eu la réglementation qui est déjà assez rigoureuse hein, sur Ouais, les laboratoires? c'est ça. Ouais. En fait, nous, de notre côté, mécaniquement, il y a un impact. Déjà, nous, par exemple, on n'imposait pas le port du masque dans le laboratoire. Maintenant, on est obligé de le faire. Mais après, on était quand même sous un laboratoire, parce que ça, il faut savoir, quand on passe certains volumes, notamment en termes de matières premières animales, on est obligé d'être sous agrément sanitaire. Donc là, c'est un des gros dossiers à faire auprès de la DDPP. Et on était sous agrément sanitaire. Donc, on avait déjà des bonnes normes à respecter. Et donc, les normes qui ont été rajoutées sur le Covid, c'est plus d'impact sur la partie distribution, restaurant, où là, c'était un peu plus voilà, radical. Mais en cuisine, l'impact n'est pas énorme. Voilà, bien sûr, on leur demande de respecter la distanciation sociale, on leur demande le port du masque, ça c'est vrai que c'est nouveau, mais après, ils avaient des charlottes, ils avaient des tenues, etc., etc. Et le lavage des mains un peu plus souvent, bien évidemment aussi. Mais voilà, dans le laboratoire de production, qui est déjà un lieu qui est vraiment sous maîtrise sanitaire, comme on peut le dire, et ben, l'impact était un peu moins important quand même. Ok. Et d'un point de vue entreprise, pour la dernière minute qui va nous rester avant les questions, je sais que vous aviez lancé de votre côté une levée de fonds, enfin un financement pour pouvoir déployer l'enseigne juste avant la crise. Ouais. Bah, du coup, ça a été, enfin, comme Bon j'imagine que timing. ça a été, ouais, c'est le bon timing. Ouais. Comment ça a été géré? Enfin, comment vous l'avez géré? Est-ce que ça a continué de votre côté? Est-ce que vous êtes toujours en collecte ou est-ce que vous avez décidé de peut-être la relancer plus tard, potentiellement en septembre, par exemple? Non, nous, on a décidé, donc on est en collecte sur WeSeed, hein, donc c'était un de nos gros partenaires, puisque on se fait financer via du crowdfunding depuis maintenant 2012. Hein, depuis le tout début, on a levé plus d'1,3 million, 1,4 million grâce à ça, donc en plusieurs levées. Hein, donc, le principe, c'est que c'est des gens comme vous et comme nous qui peuvent investir de 100 on va dire, à 10 000 euros, quoi. Et, et donc, non, on a décidé de la laisser avec WeSeed. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'était plutôt pas mal parti, parce qu'on a lancé ça fin février, et qu'à partir du moment où il y a eu la crise et la fermeture des établissements recevant du public, notamment les restaurants, là, ça a stagné. Bon, après, tous les projets de crowdfunding ont stagné, hein, c'était général. Oui. Ils levaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent, toutes ces plateformes. Mais donc, mécaniquement, nous, dans la restauration, on a été plus impactés que d'autres. On a décidé de le maintenir et là, c'est en train de repartir. Voilà, WeSeed a accepté, on a vu avec eux pour qu'ils étendent un petit peu la collecte, donc elle s'arrêtera le 26, fin juin, le 26 juin.
Et voilà, on a revu mécaniquement l'objectif à la baisse, mais notre objectif reste d'atteindre cet objectif et de pouvoir récupérer les montants investis par les gens qui ont cru en nous, quoi. Voilà, donc là, ce qui est sûr, c'est qu'aussi, on avait prévu, nous, un plan de communication. Donc, on n'a pas pu faire parce qu'on avait prévu de le lancer courant mars. Et donc là, on va le lancer. D'ailleurs, demain, il y a une vidéo qui va sortir sur CNews. On va lancer toute la partie communication. On Ok. l'a mis en stand-by. Voilà. Ok. Donc, on maintient ça. Et nous, on espère vraiment que… En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la crise du Covid met en avant des choses importantes sur lesquelles il faut que le monde change, notamment dans l'alimentation, puisque rappelons-le quand même, c'est l'alimentation qui est le facteur le plus important dans la destruction et de l'environnement. Et donc, ça, c'est plutôt positif pour des marques comme les nôtres engagées parce que les gens prennent conscience qu'il faut changer. Et ça, c'est bien. On les encourage à le faire. Oui, j'ai vu la pancarte que vous avez mis en photo sur LinkedIn. On n'a pas attendu le Covid pour travailler avec des producteurs locaux, qui est pas mal. Alors, pour passer aux questions, il y a Nathalie Gérardet qui vous demande pour conserver les produits, pour conserver vos produits en ultra frais, pourquoi vous ne les envoyez pas finalement sous vide? Nous, c'est ce qu'on fait. Oui, ok. C'est ça. Okay. C'est pour ça qu'on a des DLC plus longs, nos bocaux sont sous vide. Ok. Autre question, donc, comment gérez-vous la gestion des tournées? Ça, c'est une partie via EasyList, à mon avis, la gestion des tournées sur le laboratoire et les restaurants. Alors ça, nous, on ne fait pas trop de tournées, puisque, alors ça peut-être que Samantha pourra répondre avec d'autres clients. C'est vrai que nous, on a 2 livraisons par semaine et on a des prestataires qui vont envoyer en fait sur les différents sites. Donc c'est calé. Donc voilà, c'est plutôt une logistique assez classique. Je sais qu'il y a d'autres cuisines centralisées où là, effectivement, ils vont envoyer peut-être directement sur des clients finaux via des tournées, des choses comme ça. Nous, on ne pratique pas ça. Ok. Samantha, du coup, c'est quelque chose qui est géré dans l'outil? Oui, absolument. C'est avec le module notamment commande convive. On va pouvoir, en fonction des besoins des restaurants, répartir les commandes par tournée et gérer ça directement dans l'outil. Après, moi, voilà, on a parmi les clients, il y en a qui peuvent avoir des tournées tous les jours, donc vraiment tous les matins, et même des réassorts. Donc dans ce cas-là, c'est plus, c'est pas forcément tracé, mais sinon, on va complètement pouvoir gérer les tournées dans l'outil, quoi. Ok. Ça marche. Alors après, il y avait quel type d'emballage utilisez-vous? C'est des bocaux, hein, principalement, Vincent, on en a reparlé. C'est ça, bocaux en verre. Ouais. Et après, nous, on est en train d'essayer au maximum d'éradiquer tout ce qui est plastique. Ok. Pas simple, notamment les poches sous vide, tout ça. Oui. Mais on essaie d'être innovant là-dedans, dans ce genre de choses. Ok. Alors après, il y a une question de Monsieur Vigourou qui vous dit: je réceptionne mon laboratoire à la rentrée et je peine énormément à trouver des produits en circuit court, notamment sur l'Île-de-France. Est-ce que vous avez un conseil pour l'Île-de-France? Alors sans peut-être lui donner tout le bon plan de l'époque où vous aviez un laboratoire sur l'Île-de-France, mais… Non, mais ça, je comprends parce que pour l'avoir expérimenté, c'est très compliqué sur l'Île-de-France et même quand on est en périphérie, parce que c'est vrai que les producteurs n'aiment pas trop venir passer, on va dire, la grande couronne, tout ça, parce que après, c'est des galères de livraison. Donc, nous, on avait c'est vrai, été beaucoup heurté à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on est parti de Créteil, on a renoncé au locavorisme. Par contre, on avait été presque obligé de renoncer au circuit court. On était obligé, en fait, de passer pour certains produits, en tout cas, par des grossistes et même sur des produits frais comme les légumes et tout, alors qu'à Strasbourg, on n'a aucun problème là-dessus. Donc, nous, les techniques qu'on avait fait, c'est que, par exemple, sur Paris, on avait essayé de faire des marchés en proximité du laboratoire, des villes à proximité, pour rencontrer des producteurs. Et ces producteurs, comme ils viennent 1-2 fois, peut-être dans le coin, voir avec eux pour essayer qu'ils viennent à ce moment-là livrer, quoi. Voilà. Parce que c'est clair que leur demander de se déplacer, à moins d'avoir des très gros volumes, ce qui est peut-être le cas, là, je pense qu'ils se déplaceront. Mais au début, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément les volumes qui vont intéresser les producteurs pour venir nous livrer directement. Donc là, il faut aller les voir. Voilà, et c'est vrai que les marchés à proximité permettent d'avoir une bonne vision de qui vient dans le coin. Voilà. Et sinon, malheureusement, il faut passer par des grossistes. Ou aller chercher un peu plus loin sur les régions touchées à la Picardie. Il faut accepter qu'ils viennent. Voilà. Après, il faut regarder aussi, toute technique, regarder sur la ruche qui dit oui. Il y a certainement des ruches qui disent oui dans votre zone. Et pareil, ça veut dire que les producteurs ils viennent dans le coin et donc se greffer sur ces tournées-là en fait, pour qu'ils viennent vous déposer leur matière que vous pourriez leur commander. Et ça permet ça d'atteindre des produits un peu plus compliqués comme la viande, peut-être même le poisson, des choses comme ça. Ok.
Bon conseil. Après, il y a Madame Gérardet qui demande comment gérez-vous le stockage et les livraisons via la STEF comme évoqué. Le stockage, alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Le stockage, je pense, tant au point dans les restaurants et les livraisons entre peut-être le laboratoire et les restaurants. C'est via la STEF, hein, c'est ça que c'est géré? Alors, ouais, en fait, on a plusieurs prestataires parce que là, la logistique, c'est la galère, hein, surtout en ce moment. Mais on a plusieurs prestataires. Donc, oui, en fait, ils viennent récupérer les matières premières qui ont été commandées, enfin, les produits finis qui ont été commandés par les restaurants et ils vont les livrer plusieurs fois par semaine. Donc, nous, on a bien sûr des unités de stockage en frais à la cuisine et des unités de stockage en frais au, dans les restaurants. Donc ça, c'est vrai qu'il faut aussi y penser, hein, parce que qui dit cuisine externalisée dit capacité de stockage un peu plus importante des produits finis. Et donc, il faut bien le penser quand on choisit son restaurant. Et par contre, non, là, ce que j'expliquais sur la STEF avec le surgelé, c'était vraiment de l'exceptionnel où effectivement, après, des fois, ça peut arriver d'utiliser des plateformes de logisticiens pour stocker. Ok. Mais ça, on ne pratique pas du tout. Ok. Quel DLC, du coup, pouvez-vous garantir à vos restaurants sur les plats? Quel DLC ils ont les bocaux chez vous? Ça, c'est secret. C'est secret? Non, Ok. non, non, c'est Bon, une variable. moyenne, une moyenne C'est- entre. Enfin, voilà, toute personne qui s'intéresse au sous-vide saura que c'est plusieurs jours, hein. Normalement, voilà, la règle, c'est J+3 pour les produits qui ne sont pas traités avec sous-vide ou apertisés, etc. Nous, on peut monter entre 8 jours pour le minimum, et puis ça peut monter jusqu'à 15 jours en fonction des Ok. produits. Bien sûr, derrière, il faut faire des études de vieillissement pour avoir la preuve que le produit peut se conserver par type de produit, tout ça. Donc, ça demande quand même un peu de travail. Et voilà, donc c'est sûr que, et même des produits sous vide, je crois que ça peut monter facilement jusqu'à 21 jours, 30 jours, quoi. Voilà. Après, en fait, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Il faut juste être en mesure de prouver que les méthodes, les process qu'on utilise de fabrication et les process de conservation permettent de maintenir la qualité du produit bactériologique. Donc ça va dépendre vraiment de ce que vous travaillez. Par exemple, nous, les plats de poisson, mécaniquement, ils ont beaucoup moins de DLC que des plats 100% végétaux. Encore que des fois, les plats végétaux, on a des surprises aussi. Ok. Mais voilà. Ouais. Et pour ça, vous avez mis aussi pas mal d'étiquetage, etc. Ouais, au sein de ouais, vos produits. Donc, ça permet de tracer. c'est ça. D'où l'importance là, exactement, d'être en mesure de pouvoir suivre la production et surtout de pouvoir tracer les produits avec les DLC, de pouvoir ajouter automatiquement la DLC en fonction de la date du jour de production, donc ce que fait Isidis, quoi. Tout à fait. Ok. Pourquoi avoir implanté des points de vente et pas uniquement passer en livraison depuis du coup le laboratoire, à mon avis? Bah, c'est ce qu'on développe aussi, pour le coup. Ok. Ça, c'était des projets qu'on avait avant le Covid et bien sûr qu'on a accéléré. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Après, on est une petite structure, hein, donc le problème, c'est que je pense qu'il y a peut-être des gens comme nous, c'est qu'on ne peut pas mener toutes les batailles de front. Nous, on a déjà 10 restaurants, même s'il y a des partenaires, bien évidemment, la licence de marque qui gèrent certains restaurants, mais on a déjà 10 restaurants à gérer, c'est beaucoup de travail, plus la cuisine, la production, puisque, comme encore une fois, je le répète, on n'a aucun sous-traitant, hein. Tout ce qu'on fait dans nos restaurants, on les produit nous-mêmes. C'est beaucoup de travail avec beaucoup de rotation de cartes, beaucoup de fournisseurs à gérer. Donc voilà. Mais c'est un projet qu'on travaille et effectivement qui, comme j'expliquais, qui est pertinent quand on a un outil de production. On peut facilement trouver de nouveaux canaux pour distribuer. Donc potentiellement demain la cuisine sur Strasbourg va devenir avec comme une dark kitchen avec un endroit où on va pouvoir avoir des livreurs qui viennent récupérer des commandes ou Alors, c'est on va passer par une structure intermédiaire, mais ok. en tout cas, on pourra livrer en direct sans passer par les restaurants, des entreprises ou des particuliers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de lancer, comme le font certains de nos concurrents, hein, pour ne pas les citer, Frischti, Season, Food Cherry. Voilà, c'est un peu le principe aussi qu'ils ont développé, quoi, avec Oui. leur cuisine centralisée. Samantha, on le remarque sur d'autres partenaires Isilis qui avaient des laboratoires qui prennent un peu aussi le virage de transformer le laboratoire en point de collecte aussi pour de la livraison. Ou... Oui, ouais, dans les deux sens en fait, ça commence. On a par exemple des clients qui étaient à la base un food truck qu'ils ont transformé en labo, mais en fait du coup avec pas d'espace forcément pour manger sur place. Mais voilà, ça va dans les deux sens et à l'inverse aussi des labos qui réduisent en fait qui dupliquent le modèle. Auprès de différentes enseignes, mais qui ne vont pas forcément avoir du
du sur place. Et voilà, en plus, là, aujourd'hui, avec le déconfinement ou des choses comme ça, on voit que ça a un bon effet avec des personnes qui viennent acheter sur place, qui viennent qui prennent à emporter, le click and collect. Donc, c'est tout à leur avantage, quoi. Là, dans les utilisateurs d'EasyLease qui faisaient qui marchent beaucoup à la livraison, sur la période, on a remarqué une hausse de ton côté, Samantha, justement des commandes. Enfin, on avait quand même eu quelques laboratoires qui tournaient à plein régime pendant cette crise. Ou... Plein régime, c'est être très optimiste, Ouais. mais oui, qui ont continué de tourner et qui ont continué de pouvoir surtout écouler, en fait, comme le disait Vincent, d'écouler certains stocks périssables et de pouvoir sauver les murs, en effet. Et après, voilà, de pouvoir faire du surgelé aussi, qu'on viendra récupérer par la suite. Mais voilà, on va dire que ça a quand même ralenti fortement. Et voilà, et c'est surtout la brutalité, le minimum de délai de retournement qui a induit ça. Mais voilà, beaucoup de laboratoires ont su rebondir et peut-être via le laboratoire un peu mieux que juste des entités restaurants propres, parce que voilà, le laboratoire avait aussi ce turnover, ce circuit qui permet de faire ça. Ok. Alors, il y a une question qui a potentiellement coupé lors de la réponse de Monsieur Livet. Est-ce que vous faites de la sous-traitance pour d'autres enseignes, Vincent? Est-ce que vous travaillez parfois en marque blanche? J'allais en parler parce que justement, c'était une des possibilités aussi. Mais non, nous, c'est un choix qu'on a fait. La cuisine, elle est dédiée à Purée, etc. Et d'ailleurs, on ne vend pas nos produits. On nous a souvent proposé Enfin, souvent, on nous a des fois proposé de vendre nos bocaux en marque blanche, etc. Mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'on veut vraiment développer notre marque propre. Après, peut-être qu'un jour, on n'aura pas le choix et qu'on le fera. Mais par contre, c'est clair que c'est des possibilités. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'outil de production, il est là, s'il est fonctionnel et qu'on a du mal à trouver du volume dessus, ça peut être une solution. Voilà. Nous, par contre, ce qu'on a fait, mais ça, c'était plus anecdotique aussi pour dépanner, après, c'est aussi des mises en relation, faire des synergies avec d'autres marques qui ont besoin de labos et puis qui, par exemple, là, si on se lance avec un nouveau laboratoire et qu'il est trop grand parce qu'on l'a prévu, on peut toujours après s'associer avec une autre marque qui va l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, le temps de se lancer aussi, voilà, faire un peu de collaboration, de dépanner des gens. Voilà, c'est aussi des possibilités parce que, encore une fois, le laboratoire, la contrainte, c'est que ça coûte forcément plus d'argent puisque c'est une infrastructure et aussi du personnel qui est comme ça. Mais après aussi par rapport au Dark Kitchen, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, nous, on ne s'associe pas à ça, parce Oui, qu'on oui. est plutôt un laboratoire de production. Mais c'est sûr qu'après, le mode de fonctionnement est le même. Hein. La Dark Kitchen, c'est un lieu de production. Et donc, soit elle va distribuer en direct, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire que les livreurs vont venir en direct et ensuite, ça va être livré au client final. Ça se fait beaucoup sur Paris parce qu'il y a le volume qui le permet, un peu moins en province quand même. Et ça, c'est sûr que ça a des avantages. Et moi, j'ai entendu qu'effectivement, des collègues avaient réussi à faire bien tourner leur Dark Kitchen pendant le confinement. Pas beaucoup, mais quelques-uns ont réussi. Donc voilà, ça, c'est sûr que c'est un des intérêts. Et il y a effectivement même certains Dark Kitchen qui ont en fait plusieurs types de cuisine, plusieurs marques, qui distribuent en fait plusieurs marques dans la même unité de production. Donc ça, c'est aussi des possibilités pour avoir et plus rapidement rentabiliser sa cuisine avec plusieurs marques, du thaï, du burger, etc., dans le même unité de production. Bon, là, il faut être bien organisé. Oui, oui. Ça permet de faire des tests de différentes enseignes, mais c'est vrai qu'il faut être bien organisé. Ouais. Alors, on nous demande si on peut avoir l'adresse internet de Vincent Viau. Alors, est-ce que sinon on peut vous contacter peut-être sur le site web de Pure? Je ne sais pas comment on peut rentrer en contact avec vous pour. Non, mais oui, le mieux, c'est d'envoyer à contact@pure-etc.fr, pur-etc.fr, et vous dites que ça m'est adressé et vous n'hésitez pas à dire que vous m'avez vu pendant la visio et moi, je reprendrai contact avec vous, j'échangerai avec vous sans aucun souci. Ok, et la dernière question qui est ouverte, c'est est-ce que vous craignez pas une érosion de la rentabilité ou une difficulté à attirer de nouveaux clients avec les offres en livraison, puisque tout le monde se met à la livraison? Est-ce que c'est pas… Ça, c'est compliqué, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un autre sujet, la livraison. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à une chose. Et c'est pas moi, ça, c'est un conseil. Mais après, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Et on n'est pas forcément non plus parfait dans toutes les décisions qu'on prend. Mais il faut faire attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les gens qui font 100% de livraison, voilà, ça peut être vite compliqué. Voilà. Il peut y avoir des retournements de situation, hein, ne serait-ce que dans le droit du travail, avec
fait qu'aujourd'hui, la livraison est exclusivement basée sur notamment des grandes plateformes de livraison comme Deliveroo, etc. Et en plus de ça, on devient dépendant d'eux, hein, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Deliveroo qui a élargi considérablement son offre en acceptant tous les restaurants, alors qu'au début, c'était censé être un peu sélectif. Mécaniquement, les chiffres se sont effondrés. Et ça, on en parle pareil avec des collègues qui, voilà, et quand 50%, 70%, 80% de son chiffre d'affaires est généré que par un canal de distribution de la livraison et que ça diminue, c'est vite catastrophique. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris le parti de diversifier de maintenir quand même nos restaurants physiques, de développer l'emporter aussi et de développer la livraison et maintenant d'autres canaux de distribution. Ça, c'est quand même. Voilà. Mais après, c'est des approches. Voilà, Oui, bien sûr. on connaît des gens qui vont exclusivement sur la livraison parce qu'ils y croient et certains ont eu raison parce que, par exemple, encore une fois, pendant le Covid, certaines enseignes ont cartonné en livraison parce que ils n'avaient pas eu l'obligation de fermer, ils étaient organisés, ils étaient facilement agiles pour pouvoir le faire, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup Vincent. Il est 16h01, donc on a dépassé de Parfait. minutes, on est dans les temps. Merci beaucoup pour votre présence. J'imagine que vous êtes assez occupé en ce moment avec la réouverture. Pas mal, ouais. J'imagine, en plus vous êtes toujours en train de courir partout pour vous connaître un peu. Donc merci de vos réponses et de votre transparence aussi sur le fonctionnement de votre marque. J'invite les gens qui nous écoutent à aller la découvrir s'ils ne la connaissent pas déjà. Pour l'avoir testé plusieurs fois, ça vaut vraiment le coup. Et puis, merci Samantha aussi pour tes réponses et les éclairages que tu as pu porter sur certaines questions. Et puis, merci encore à toutes les personnes qui sont connectées et qui ont participé à ce webinaire qui sera normalement disponible et envoyé par mail, l'enregistrement dans la journée ou avant la fin de la semaine. Parfait. Merci, au revoir. Merci, Au revoir, à bientôt. Vincent. Bonne journée à tous.